La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a la pâtisserie et il y a l'œnologie. Et puis il y a Juliette Henry qui en a fait un mariage plus que gourmand. Vivre de sa passion et concrétiser ses idées même les plus innovantes. C'est le genre de personnalité avec lesquelles j'adore discuter et à qui j'ai envie de poser 1000 questions. Surtout quand, comme Juliette, cela mène deux domaines aussi différents et passionnants que le vin et la pâtisserie. Alors qu'elle se formait pour devenir pâtissière, Juliette a découvert l'œnologie et c'est devenu sa nouvelle passion. Alors tout de suite, elle a voulu associer les deux pour se construire une nouvelle passion sur mesure. Au menu de cet épisode, comment en est-elle venue associer vin et pâtisserie, l'évolution de son activité de pâtissière œnologue et enfin, comment sélectionne-t-elle les vins puis ses desserts. Bonne écoute! Salut Juliette! Hello Léa, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, merci beaucoup, je suis super contente de pouvoir te voir aujourd'hui. On est dans un joli petit café et j'espère qu'on n'entendra pas trop le bruit autour, mais on y croit. Ça, voilà, on est dans l'ambiance quoi, à Paris. Exactement, et j'ai plein de questions à te poser sur ton parcours, sur toi, sur ce que tu as fait pour en arriver là, sur comment est-ce que tout ça t'est venu. Mais pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours au prisme des saveurs. Déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite? Mon dessert préféré quand j'étais petite, j'aimais pas trop le sucre. J'aimais pas trop le sucre quand j'étais petite, on n'avait pas tout ça à la maison, mais globalement, moi j'aimais beaucoup, j'ai un souvenir quand je suis petite, c'est la tartine avec le pain frais et les fraises fraîches écrasées sur le pain frais, une pluie de sucre, et voilà, genre une confiture pas cuite quoi. Okay. Ça j'adorais, et puis après il y a un autre truc aussi, c'était le gâteau au fromage blanc de ma mamie. Je crois que y a des origines un peu d'Alsace, c'est vraiment entre la mousse et le gâteau, c'est ultra onctueux et ça j'adorais. Donc t'étais pas dans une famille où la pâtisserie c'était forcément parce que je sais pas, t'as dit il y avait pas de sucre à la maison. Ah ouais, alors il y avait pas de sucre, genre il y avait pas tout ce qui était pâte à tartiner, voilà, les céréales c'était les céréales spéciales tu vois, genre pour être un peu dans le trop mauvais, mais non, on n'avait pas trop de sucreries à la maison, on mangeait pas trop tout ça. Alors c'est arrivé quand est-ce que tu as voulu devenir pâtissière, enfin déjà pâtissière et ensuite le lier avec tout ce qui est œnologie et faire tout le parallèle? Alors écoute, moi-même je me pose encore beaucoup la question, tu vois, j'essaie de retracer un peu comment les choses sont venues, parce qu'à la base je voulais être, mon rêve ultime c'était d'être chef, pas pâtissière mais cuisinière dans un restaurant étoilé. J'ai fait des premiers stages quand j'étais très jeune, à l'âge de 15 ans, ça m'a tout de suite mis une claque dans la face. Genre milieu, enfin moi en tout cas j'ai eu des expériences compliquées, misogynie, etc. Et puis c'est assez militaire et je pense que naturellement je me suis dit bon j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus doux. Ouais, les pâtissiers ils sont un peu plus nounours généralement, peut-être aller vers ça. Et puis surtout que moi je suis vraiment très minutieuse, créative et naturellement c'est quelque chose qui me correspondait davantage. Et c'est comme ça en fait que j'ai pris la décision d'aller dans la pâtisserie finalement, parce qu'à la base c'était vraiment la gastronomie et la cuisine qui m'intéressaient. Et après, comment t'en arrives jusqu'à l'activité que tu fais aujourd'hui? Déjà, qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, du coup, donc moi je suis pâtissière de formation, j'ai été diplômée à Ferrandi. Et aujourd'hui je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et je partage des recettes de pâtisserie et je mets en avant également tout ce qui est une partie plus viticole, donc les domaines viticoles du vin, et je crée des alliances entre le vin et la pâtisserie. Mais avant d'en arriver là, j'ai fait plein de choses. Pendant 3 ans, je me suis cherchée. Ouais. Aujourd'hui, on voit
On voit les 100 000 abonnés sur Instagram, mais on voit pas en fait tout ce qu'il y a derrière, toutes les expériences, tout ce que j'ai tenté de faire, etc. Alors je sais pas si tu veux que je te donne vas-y, donne des détails. Écoute, alors à la sortie de mes études, donc moi j'ai travaillé, j'ai eu 2 très belles expériences en pâtisserie pendant mes études, donc au Royal Monceau et à Matignon, donc un palace et une institution, donc c'était quand même vraiment chouette. Ouais. Et après j'ai décidé de déménager à Bordeaux, et à ce moment-là je voulais plus travailler en pâtisserie, quand j'avais envie de découvrir autre chose. Je commençais à m'intéresser au vin, et du coup je suis allée travailler pendant 9 mois dans un château du Médoc, en tant que guide de nos tourismes. Je faisais les visites, les dégustations, etc. Et forcément, j'ai été entourée de plein de personnes qui sont professionnelles dans ce domaine-là. J'ai beaucoup appris sur le tas, en fait. Et puis, à la sortie de cette expérience, je suis retournée chez moi à Paris et j'ai commencé à lancer mes petits concepts dans le vin. Donc, j'ai lancé une série qui s'appelait À vous les cépages, où j'allais chez les vignerons insolites et je leur faisais un reportage vidéo. Donc là, c'est vraiment, je pense, une expérience qui m'a énormément apporté, et j'ai découvert que ce qui me plaisait dans le monde du vin, au-delà de la pure dégustation, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière et les personnages, parce que tu as des personnalités qui sont fantastiques, toutes hyper différentes les unes des autres. Suite à ça, en parallèle, moi j'ai toujours beaucoup aimé les réseaux sociaux, mais tu vois, je prenais des photos. Au début, c'était des photos portraits, après c'était des paysages, après c'était dans le vin. Mais globalement, l'outil de communication et l'image, c'est quelque chose que j'adore. Et donc, suite à ça, j'ai commencé à lancer mon Instagram, où je partageais un peu des découvertes de vin, etc. Le confinement est arrivé, donc j'avais le temps de faire tout ça. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça fait depuis un petit moment que dans ma tête traîne cette idée que pourquoi est-ce qu'on n'associe pas le vin à la pâtisserie, pourquoi on pense tout le temps que c'est un vin sucré avec une pâtisserie ou un champagne et pas autre chose. Et donc j'ai commencé à faire mes petits tests et à cuisiner pour ma famille, et j'ai fait déguster à plus large échelle et ça a vachement plu. Et je me suis dit, ok, je tiens un concept, il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc vu qu'on était pendant le confinement et que je pouvais pas faire des petits événements de dégustation, et j'ai lancé des box de vin et pâtisserie, donc j'envoyais chez les gens des box avec leurs recettes redirigées vers une vidéo, etc. À ce moment-là, sur ton compte Instagram, du coup c'est ton outil de communication principal. Ouais. T'en étais où? Enfin, t'avais déjà une bonne communauté? Et alors j'étais, je sais pas, j'avais peut-être... alors ce compte Instagram, moi je l'avais depuis longtemps, donc j'avais une petite base, mais tu vois, j'avais 2000 abonnés, 2500, je crois, un truc comme ça. Donc pas grand-chose. Mais c'était très niche, hein, tu vois, le vin c'est très niche. Et puis au fur et à mesure, du coup, après ces box-là, moi j'ai recommencé mes projets. Enfin, ce que je voulais faire à la base de la base, c'était l'événementiel, et proposer des prestations dans l'événementiel, vin et pâtisserie. Donc une prestation sur mesure, que ce soit pour les domaines viticoles ou les caves, etc. Et là, les gens venaient et ils dégustaient, c'était une vraie expérience. C'est toi qui faisais les pâtisseries? Et c'est moi qui faisais les pâtisseries, et en fait le principe c'était de partir d'un vin et donc créer sa pâtisserie. En fait, la pâtisserie n'était pas vraiment dissociable du vin, pour créer vraiment quelque chose d'exclusif et de très recherché. Voilà, et puis en amont, du coup, en parallèle, je continuais sur les réseaux sociaux, et puis là, je me suis lancée un petit peu plus dans les recettes, côté pâtisserie. Et puis, j'ai fait pendant 1 an mon activité de prestation sur les événements. Et puis, mon compte Instagram a explosé, en fait, à force de poster des choses et à force de persévérance. C'est les recettes, quoi. C'est surtout les recettes. C'est surtout les recettes, ouais. Et voilà. Et du coup, là, ça fait quelques mois, et aujourd'hui, c'est mon métier, la création de contenu. Et est-ce que le fait que, tu vois, du coup, t'as attiré les gens, grâce aux recettes, est-ce qu'après, du coup, ça convertit pour tes ateliers vin et pâtisserie? Est-ce que... Alors, à la base, c'était une autre demande. Et finalement, j'ai décidé d'arrêter totalement les événements. Pour plein de raisons, mais de me concentrer sur la création de contenu, qui aujourd'hui me prend en plus de ça énormément de temps, tu vois, et qui laisse une liberté de créativité quand même assez incroyable et géographique. Donc oui, forcément ça attire du monde. On me demande encore de temps en temps, est-ce que tu fais des événements, est-ce que tu donnes des cours? C'est des choses que j'ai déjà fait mais que je ne fais plus aujourd'hui.
Pourquoi est-ce que tu as choisi aujourd'hui la création de contenu? Genre, qu'est-ce que tu as envie de faire exactement, tu vois, avec cet axe-là? Quel concept est-ce que tu as envie de proposer? En fait, je pense que dans la création de contenu, comme je te disais juste avant, j'y trouve une grande liberté. Ouais. Les gens viennent vers moi parce qu'ils aiment ce que je fais. Dans l'événementiel, tu as un truc où tu as forcément plus de contraintes, c'est beaucoup aussi de logistique. Ouais. C'est beaucoup de problèmes comme ça, de logistique, d'organisation. J'aime bien faire ça, mais globalement, dans la création de contenu, tu as une liberté qui est beaucoup plus folle et ça se focus encore plus sur la création finalement. Tu vois, parce que t'as pas toutes ces contraintes-là logistiques qui font que. Et puis Et du coup, comment est-ce que tu veux continuer à transmettre ce côté association vin-pâtisserie en restant sur de la création de contenu? Pour toi, ça passe par quoi? C'est quand tu proposes une recette et tu montres le vin pour lequel tu l'as pensé? C'est ça. Alors, du coup, je fais pas ça à 100% du temps parce que forcément, ça demande. Moi, je choisis les vins avec lesquels je travaille, que je mets en avant. Ça demande aussi beaucoup plus de temps de création, donc forcément, je peux pas mettre ça tous les jours. Mais oui, je propose. Alors, l'idée, c'est que sur les réseaux sociaux, il faut que ça soit plus accessible. Les gens aiment pouvoir se dire je vais le refaire chez moi à la maison, ça me donne j'ai un dîner samedi soir, tiens une tarte tatin, c'est pas trop compliqué à faire. Puis moi je leur apporte l'idée vous pouvez boire un vin sympa qui va pimper encore plus votre dessert quoi. Donc du coup je propose des idées d'association avec la recette en même temps. Et puis après, mine de rien, j'ai quand même ce côté où j'aime beaucoup, j'aime offrir des expériences aux gens. Les réseaux sociaux, c'est très bien, mais tu vois pas ce que les gens ressentent. Tu sais si c'est une expérience, c'est différent que de l'événementiel, tu vois. Donc à côté de ça, je garde quand même des projets qui sont vraiment dans cette dynamique-là de faire vivre des expériences aux gens. Je pense notamment à un projet que je mène avec mon père et un ami. Mon père qui est pianiste et Benoît Maltier qui lui fait des meubles très haut de gamme. Okay. Et en fait on a allié nos trois arts, la musique, le design et le vin et la pâtisserie pour créer une expérience qu'on propose aux gens en fait comme un petit spectacle, une représentation en fait. On va venir créer toute une atmosphère en musique, tu vois, tu as tous les sens qui sont stimulés et les gens à la fin ont juste envie de boire un verre de vin et de manger leur pâtisserie et voilà, mais ça c'est des projets passion que je garde à côté. Ok, super intéressant parce que c'est ça, je me disais, à la fois c'est sûr que les réseaux sociaux t'as plus de liberté comme tu disais parce que t'as pas toutes ces contraintes. Ouais. Mais c'est vrai que du coup tu vois pas les gens quoi. Malgré tout t'es toute seule derrière ton compte Instagram. Oui, donc moi j'ai besoin de garder ce lien quand même. Après il y a l'avantage que dans les réseaux sociaux, ça te permet de rencontrer, de faire des belles rencontres où il y a des synergies avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Mais oui, effectivement c'est différent qu'un événement, donc je fais en sorte de garder ça dans tous les projets que je mène et puis à terme aussi, parce que là moi c'est un tremplin aussi les réseaux sociaux pour me permettre de pouvoir développer les projets que je veux développer plus tard. Ouais, bien sûr. C'est que ça donne une très belle visibilité c'est clair, et c'est chouette. Justement, c'était quoi ta première création avec le vin? Non, ta première création ever. Oh, quelle question difficile. Alors là, si tu t'en souviens. Vu que je cuisinais quand j'étais petite, tu vois, on pourrait se dire j'ai fait une création quand j'étais petite. Et ce qui me vient en tête, c'est une association avec un vin. Dans cette dynamique de créer des associations vin et pâtisserie, c'est pas ma toute première création dans ma vie de pâtissière parce que alors là, je pense qu'il me faut une demi-heure pour y réfléchir, mais je pense que c'est intéressant de te parler de cette création que j'ai faite pendant le confinement avec un vin de Bordeaux. Donc j'en avais fait deux, en fait j'avais joué sur le même vin mais sur 2 millésimes différents, donc j'ai fait une petite variante du dessert avec des fruits qui changeaient parce que forcément quand tu es sur un vin plus frais, tu as plus des arômes de fruits qui vont être des petits fruits des bois, des choses plus fraîches, et quand c'est plus évolué sur quelque chose de plus cuit, style pruneau et tout. Mais du coup je vais te parler de ma tarte Bourbon. C'est une tartelette vanille et pruneau qui avait été réalisée pour un vin de Bordeaux en millésime 2009
Et c'est une tarte que je travaille aujourd'hui toujours et que d'ailleurs je vais bientôt représenter dans un futur événement parce qu'elle fonctionne super bien. Et en fait, tu as ce côté, à la fois le côté hyper gourmand, réconfortant de la vanille qui vient enrober le palais avec, et qui fait écho au chêne dans lequel le vin évolue, tu vois, avec les vins de Bordeaux qui sont boisés. Et puis mine de rien, vu qu'il y a quand même de la fraîcheur dans le vin de Bordeaux, et bien le pruneau, moi je fais mariner un pruneau dans un thé Earl Grey. Ok. Et après je le fais mijoter au vin rouge. Et ça sort quand même acide, enfin c'est gourmand et acide à la fois, donc ça vient donner un peps au dessert et c'est hyper sympa et ça match super bien avec le vin. Et puis le goût pruneau forcément c'est le goût en l'occurrence de la cuvée là, que j'avais, qui avait vraiment ces arômes de pruneau et le tout combiné c'est un câlin dans la bouche quoi. Et ça c'est une des premières associations que j'ai créées avec du vin et de la pâtisserie. Du coup. Sur ce côté vin-pâtisserie, déjà, donc parce que tu as une formation en pâtisserie, mais du coup côté vin, comment est-ce que tu t'es formé aux différents arômes, etc. Parce que du coup, surtout si tu pars d'un vin pour créer une pâtisserie, il faut d'abord analyser ce vin en se disant genre quelles sont les notes qui ressortent et du coup quel produit irait bien côté pâtisserie. Alors, pendant mon bachelor à Ferrandi, on avait des cours de sommellerie. Okay. Donc là, c'était des cours plus d'initiation, tu vois, où on apprenait globalement les principales les bases à connaître en sommellerie. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, je me suis dit purée, j'aime pas trop le vin parce que j'aimais pas le vin en fait à la base. Bon, comme tout le monde quand t'es jeune, faut un ça. petit peu de temps quand même pour éduquer ton palais quoi. Mais c'est trop intéressant pour pas l'aimer, donc j'ai envie de l'aimer. Et du coup, j'ai commencé aussi à faire un petit peu de service à l'école dans le restaurant d'application. Et donc j'avais un copain qui me parlait un peu des domaines qu'il y avait à la carte et je trouvais ça super intéressant. Et quand je suis arrivée à Bordeaux, je suis allée donc au Château Lagrange. Je leur ai dit bon écoutez, je viens littéralement au culot. Moi je suis pâtissière, donc j'ai un nez, un palais, mais je suis passionnée, j'ai envie d'apprendre le vin et je suis capable de faire des bonnes visites et en apprenant sur le tas quoi, et d'apporter un autre point de vue surtout, et ça les a vachement intéressés. Donc du coup c'est aussi là-bas où j'ai vraiment appris beaucoup de choses en vivant avec un œnologue. Donc le soir il me montrait ces espèces de formules chimiques de pourquoi cette réaction chimique dans le vin, etc. Et puis après j'ai passé le WSET, le niveau 2 qui est une formation diplômante dans le vin. Donc pareil, tu as quand même des connaissances globales. Et puis moi c'est surtout mon fonctionnement à moi, c'est beaucoup les sensations, l'émotionnel. Et donc quand j'ai fait mon reportage à Boulay-Cépage et que j'allais rencontrer les vignerons, le fait de leur parler, de les comprendre, qu'ils me parlent de leur vin, en fait c'est pour moi la meilleure manière de déguster un vin, c'est avec parce que c'est génial d'avoir la technique. Moi ma technique elle est plus dans la pâtisserie. J'en ai dans le vin aussi, mais disons que j'ai une approche beaucoup plus émotionnelle au vin. Et en fait quand je déguste un vin pour une pâtisserie, dans la bouche forcément j'ai des arômes et ça va me rappeler des souvenirs, et donc je fais des liens, en fait je fais tout le temps des liens entre plein de choses qui sont passées, des moments, des endroits, et de ça ressortent des inspirations pour créer des pâtisseries. Voilà. Et c'est super intéressant, mais du coup, donc, puisque tu pars d'un vin, est-ce que tu présélectionnes déjà, ou est-ce que tu goûtes un vin et justement d'un coup ça te remémore plein de souvenirs, etc. et là tu as l'inspiration pour créer la pâtisserie? Ou bien est-ce que c'est d'abord, tu te dis il y a tel vin, tu prégoutes, tu te dis celui-là j'aime bien, je voudrais le retravailler, et ensuite du coup tu te poses vraiment pour essayer de le déchiffrer un petit peu, voir quelle note il a et voir ensuite avec quoi tu peux marier? Alors moi souvent je suis très spontanée, donc je vais déguster le vin et là il y a mon petit carnet à côté et purée, en fait là ça me fait penser à la fraise des bois que j'avais mangée quand j'étais allée me balader en forêt. Enfin je te dis ça, c'est un exemple, mais généralement dans mes créations ça a été tout le temps très spontané, et d'ailleurs les tests j'en ai pas fallu beaucoup, c'était vraiment genre je sais pas pourquoi, dans ma tête, je pense que ce vin va matcher avec cette pâtisserie, et c'est très rare les fois où j'ai dû revenir sur une pâtisserie, et généralement ça sortait super bien. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule pâtisserie par vin, ou est-ce que des fois il y a des vins que tu as vraiment aimé et du coup tu le regoutes et tu as une nouvelle idée de pâtisserie et donc Ah non, souvent dans ma tête c'est ce vin avec cette pâtisserie parce que je l'ai imaginé comme ça dès le début. Après c'est totalement possible, même sur plein de pâtisseries tu peux mettre plein de vins globalement, mais là
vraiment, l'idée c'était vraiment d'avoir un vin en tête, une pâtisserie. J'ai du mal à me détacher de l'association que j'ai créée avec un vin, tu vois. Je me dis, il y en a plein d'autres. Moi, je vais aller chercher autre chose pour si je veux créer autre chose, quoi. Et comment tu découvres ces autres vins ? Qu'est-ce qui t'attire, justement ? Tu vois, pour sélectionner un nouveau vin, qu'est-ce qui généralement t'attire ? Parce que si du coup c'est un peu très instantané et très spontané, du coup qu'est-ce que tu vois, il y a un truc où du coup tu te dis tiens, je vais choisir cette bouteille, je sens que oui. Alors, on a beau dire, tu vois, mais les étiquettes, si tu rentres dans une cave, de ouf. Moi, je trouve que ça donne envie, ça, voilà. Et puis au final, si t'as une bouteille qui est un peu moderne, tu te dis bon bah globalement, ça veut dire que le vigneron derrière, il a quand même un état d'esprit où il a envie d'aller faire quelque chose d'assez moderne, original. C'est pas le cas pour 100% des vins, mais généralement, c'est quand même un peu l'idée. Moi, ce qui m'intéresse vraiment chez un vigneron et ce à quoi je suis très sensible, c'est déjà tout le respect de l'environnement, donc tout le côté biodynamie, ça me parle énormément. Parce que je trouve que les vins ils sont beaucoup plus vibrants. J'ai fait un mix entre vibrant et vivant. Beaucoup plus vibrant et vivant. Donc il y a vraiment ce rapport-là à la nature et globalement, en fait c'est pour ça, c'est parce que quand je suis allée rencontrer des vignerons, ils avaient une manière de me parler et une proximité à la nature et une espèce d'ouverture d'esprit qui m'a trop touchée et ils sont hyper humbles en fait face à leur vin et se disent en fait moi je suis vigneron mais en fait je fais rien, en fait je laisse la nature faire, tu vois. Et ça j'adore parce que du coup c'est vraiment le respect de la nature, donc c'est vraiment ce qui va me parler dans les vins. Et puis tout de suite tu me présentes aussi un truc un petit peu what the fuck, ça me parle, genre ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui va avoir des arômes vraiment originaux, tu vois. Moi j'adore les vins qui sont un peu qui tirent vers des notes oxydatives, les vins oranges, tout ça c'est des choses que j'aime beaucoup. Donc l'originalité et la conscience écologique, tout ça, et la personnalité du vigneron qui se ressent, quoi. Ça c'est ce qui me parle. Est-ce que globalement il y a des grandes tendances de quand tu goûtes un blanc ça va plutôt être un certain type de dessert ou un certain type de fruits, etc. Quand tu goûtes un rouge ça va être un autre type, un orange encore un autre type ou pas du tout? Oui, t'as les grandes lignes, donc tu sais qu'avec par exemple un vin qui va être sec, avec assez vif, tu vois, une acidité bien présente, et tu vas avoir tendance à mettre... En fait, il y a deux choses qui sont possibles, c'est soit tu vas dans la continuité du vin, donc tu vas chercher les agrumes, faire quelque chose d'hyper frais, soit tu décides de complètement trancher le truc et d'aller un peu à l'opposé et de justement faire un truc hyper détonnant. L'autre fois j'ai testé par exemple tu vois, tu peux mettre sur un chocolat noir quelque chose d'hyper vif, ça peut très bien fonctionner en fait. Il suffit que ton vin soit aromatique. Le chocolat il a le gras suffisant pour pouvoir soutenir les arômes et bon, ça peut être incroyable, mais oui, tu as quand même des grandes lignes. Tu sais qu'avec par exemple les vins du sud, le chocolat globalement ça va super bien. Les vins du Jura, c'est un peu ça, un goût de noix, donc tu vois, tout ce qui est des oléagineux, tout ce genre de choses, ça va très bien aller. Les agrumes, ça va bien avec les sauvignons qui sont tendus, qui sont sur l'acidité. Mais après, encore une fois, il y a tellement de choses possibles et détonnantes à créer, c'est juste une question de choix, quoi. Voilà. Mais il y a plein de subtilités après. Par contre, pour créer des accords entre un vin et une pâtisserie, et c'est en ça que c'est plus complexe que de créer avec du salé, c'est que le sucre a tendance à venir masquer, casser les arômes. Et donc il faut vachement jauger sur les textures déjà, sur les tanins, sur l'acidité. Parce que si tu as un vin qui est super gras, qui est très présent et qu'à côté de ça tu mets un dessert qui est ultra léger, en fait il va bien effacer ton dessert. Donc il faut créer l'équilibre aussi à ce niveau-là. Alors justement, donc tu disais d'abord tu goûtes un vin, tu as le côté spontané où tu imagines directement le dessert. Et ensuite, comment ça se passe? Tu fais le dessert et tu regoutes avec le vin en te disant qu'est-ce que j'en pense? C'est ça, et puis moi j'aime bien faire goûter aux gens aussi, ça m'intéresse d'avoir... Et puis c'est là où tu te rends compte que c'est super subjectif, et que les palais sont vraiment tous différents. Mais c'est ça, généralement, j'ai le vin, je fais la pâtisserie, puis après on refait un test où on goûte les deux ensemble.
Hyper intéressant. Je trouve ça trop cool comme projet. Enfin, en plus même, tu vois, c'est assez innovant dans le sens où je trouve d'habitude tu pars plutôt d'une pâtisserie et tu te dis quel vin est-ce que je peux associer. Tu vas plutôt à l'inverse en te disant, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, en mode tiens, bah, vous voulez tel dessert, bah voilà une petite recommandation de vin que vous pouvez avoir avec. Mais je trouve ça assez fou de dire que toi, c'est plutôt l'inverse qui t'inspire et de partir du travail de quelqu'un d'autre finalement. Oui. Pour ensuite arriver à autre chose. Ouais, parce qu'en fait, au final, chaque vin est vraiment différent. Et je me dis, du coup, ça t'offre une palette de possibilités encore plus étendue, quoi. Parce que t'es inspiré par quelque chose d'autre. Et puis, moi, l'idée à la base, c'est que quand on était à l'école, à Ferrandi, on avait un business plan de fin d'année à faire. Et donc, c'était, fallait faire le business plan d'un resto. Et globalement, à la fin, tu pouvais ouvrir ton resto pendant une semaine. Et moi, avec mon groupe, on voulait remettre la boisson au centre. Parce qu'on trouvait que dans les restaurants, c'était la nourriture qui était vachement mise en avant. Et que après, tu pouvais consommer si tu voulais. Du vin en plus, clairement. Et nous, on avait créé des menus boissons. Donc, tu avais le menu bière, le menu cocktail, le menu vin. Les gens choisissaient leur vin et nous, on leur proposait en suggestion d'accompagnement, nous proposons d'accompagner votre boisson avec ce plat-là. Tu vois, c'était l'inverse. Et j'ai gardé ce truc-là parce que je l'ai trouvé vachement chouette. Non mais c'est vrai, c'est trop cool. Et est-ce que tu vas régulièrement rencontrer des vignerons et est-ce que l'échange avec eux peut aussi t'inspirer, dans le sens où tu vois, j'imagine qu'ils te racontent des choses sur ce qu'ils ont envie de faire, enfin tu vois, ce qu'ils ont voulu faire avec ce vin, ce qui eux les a inspirés, pourquoi tu vois, ils ont voulu en faire ressortir telle et telle note par exemple, et que ça du coup toi ça t'inspire en te disant je vois, il a voulu faire ça, bah du coup j'ai envie un petit peu, tu vois, dans le même vibe où tu disais pour faire la continuité du vin, du coup faire la continuité un petit peu de ce que le vigneron a voulu faire et du coup le retranscrire un peu d'une autre manière. Alors peut-être inconsciemment que c'est ça, mais en tout cas ce que je sais, c'est que moi ce que je préfère, c'est d'aller au cœur des vignes et de rencontrer le vigneron dans son élément. Et forcément, tu as plein d'éléments qui rentrent en compte. Tu as la nature, généralement ils sont hyper généreux, donc tu es là, tu dînes ou tu fais des repas autour d'une table où ils te racontent plein de trucs, plein d'expériences. Et en fait, ça crée une atmosphère où tu es trop bien, et donc pour moi, ça développe ma créativité. Alors après, est-ce que c'est une créativité qui sort de ce qu'ils m'ont raconté? Je cherche pas à venir faire un truc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça développe ma créativité, ça stimule et oui, c'est tellement plus agréable et plus simple de créer quand tu es en immersion, littéralement là où les vignes ont poussé, quoi. Parce que même ça, tu vois, ça inspire au final. Tu as envie de faire un dessert qui va refléter selon la saison, tu vois, l'environnement dans lequel tu es. Si tu es un peu en automne, tu te dis bon, j'ai envie d'un truc cocooning. Tu vois, tout ça, ça inspire vachement. Ah oui, puis comme tu disais, tu vois, il y a beaucoup de choses qui viennent de tes souvenirs. Forcément, quand tu te rends sur place, tu développes des souvenirs. Voilà, donc forcément, par extension. Exactement. Pour faire le parallèle avec tout à l'heure, du coup, c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création? C'était pour un événement avec une cave et du coup j'avais fait des petites bouchées avec une tartelette abricot verveine. C'est des arômes qui fonctionnent super bien et qu'on connaît bien pour l'été. Et c'était avec un vin orange et l'abricot et la verveine, ça matchait super bien avec le vin orange. Voilà. Ça représente quoi pour toi et la pâtisserie et l'œnologie? Donc t'as le droit de donner deux réponses, du coup, si ça représente des choses différentes. Qu'est-ce que ça représente? Ouais, à tes yeux. Je vais commencer par le vin. Du coup, le vin, comme je te disais, pour moi, ça représente vraiment des histoires, une histoire de vie, quoi, une démarche. Le vin, c'est que le résultat, finalement. Et donc, je sais pas comment dire. C'est dur. Mais je comprends, oui. Je comprends l'idée, c'est ça, c'est finalement le produit abouti de plein d'histoires et de plein de travail. C'est ça, en fait, ça représente la terre, tu vois, ça représente des générations aussi, parce que t'en as qui te racontent une histoire, ça fait des années que leur famille fait ça, ils ont repris.
Ça représente un peu la fraternité ou la sororité parce qu'entre eux ils s'aident vachement entre vignerons. Ça représente vraiment genre moi quand je bois des vins et notamment des vins qui sont comme je te disais tout à l'heure en biodynamie au naturel, j'ai l'impression limite de boire l'essence de la terre quoi, parce que c'est vraiment la nature qui t'a donné ça donc et puis ça représente le partage, ça représente vraiment les vraies choses de la vie, tu vois, les moments de partage quand tu refais le monde autour d'une bonne bouteille de vin, c'est quand même les meilleurs souvenirs que je puisse avoir. Et alors après la pâtisserie, pour moi c'est très artistique, donc ça représente toute la créativité qu'on peut avoir en tant qu'humain. Ça représente aussi la nature finalement, parce que pareil c'est des matières premières qui viennent de la nature. Enfin, en tout cas moi dans la pâtisserie que je fais et dans celle que j'aime. Et puis tout le raffinement, la délicatesse, l'excellence aussi. Et puis bon, on en revient toujours à cette notion de partage et de plaisir. Tu partages une bonne brioche avec des pépites de chocolat, le truc basique, mais en fait juste c'est hyper régressif et tu retombes en enfance quoi. Ouais, puis je trouve le vin comme la pâtisserie, tu sais, c'est des moments un peu, enfin, tu les dégustes dans des moments un peu festifs où t'es entre amis, en famille, il y a un côté un peu célébration, fête. C'est ça, c'est que, alors, écoute, j'adore boire, vraiment parfois de temps en temps se prendre un verre de vin seul. Et même, j'ai découvert quelque chose, c'est que, et c'est marrant parce qu'une fois que j'ai découvert ça, je suis allée rechercher sur internet pour voir si c'était moi qui étais bizarre, et je suis tombée sur un article qui prouvait que vraiment ça existait. C'est que de boire un verre de vin rouge en culotte, ça décuple le plaisir. Ah ouais? Voilà, Mais écoute, c'est le prochain truc à tester. Et franchement, je valide. C'est super bien. Tu mets ton petit jazz et ta petite bougie, c'est génial. Mais après, c'est sûr que partager un verre de vin avec les gens, c'est toujours mieux. De toute manière, c'est chouette de vivre les choses seules, mais je pense que quand tu les partages avec les autres, ça décuple juste tout ce qui s'en dégage et le plaisir, quoi. Donc oui, les deux sont finalement bien liés. Disons qu'effectivement, t'as peut-être le truc de quand tu le dégustes seul, t'as plus le temps de t'attarder sur ce que tu ressens et comment est ce vin, comment la description du truc, c'est ça. Mais quand t'es à plusieurs, t'as plus le truc de tu construis des souvenirs, tu trouves bon, mais même sans te dire ok, il a des notes comme ci comme ça, tu le sens, mais à la limite c'est secondaire parce que c'est le moment que tu partages, mais du coup ce vin reste quand même un peu spécial parce que. Mais c'est ça. Exactement. Parce que c'était un bon souvenir. Quel conseil est-ce que tu donnerais à la Juliette qui commençait tout ça, qui commençait tout ça, qui potentiellement osait même pas se lancer dans ce concept, parce que j'imagine que tu as forcément eu des moments de doute c'est un concept qu'on n'a jamais vu, du coup qu'est-ce qu'on va en penser, est-ce que les gens, tu vois, est-ce que les gens vont suivre, est-ce que les gens ont envie de voir ça, est-ce que les gens veulent payer pour faire ça, tu vois Ouais, et moi je dis toujours, alors c'est un conseil que effectivement je peux me donner à la moi plus petite quand j'ai lancé ça, mais qui globalement était quand même bien ancré en moi, j'en avais quand même conscience et je pense que c'est ce qui m'a permis d'en être où je suis, et c'est encore que le début. Mais pour moi, passion plus persévérance égale ça ne peut que marcher, tu vois. Et le conseil c'est de vraiment savoir réellement pourquoi tu fais les choses, mais de chercher des raisons qui sont pas matérielles, tu vois, qui sont bien plus profondes. Et donc justement un peu tout ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport au partage, par rapport aux vraies choses de la vie, et finalement est-ce que c'est pas un peu tout ce qu'on a envie de vivre, tu vois, et de ressentir ces vraies choses là, quoi. Mais de savoir pourquoi tu fais les choses, et quand tu sais pourquoi tu fais les choses, même si c'est un peu original, que personne l'a fait, que machin, dans tous les cas t'as ta petite voix à l'intérieur de toi, t'y crois, et puis tu pourras toujours te réinventer, adapter les choses. Dans tous les cas c'est ce que j'ai fait, je me suis réinventée plein de fois, et je vais encore avoir à me réinventer plein de fois, mais je pense profondément que quand on est passionné et qu'on croit en ses rêves, faut foncer, à un moment donné ça ne peut que fonctionner, quoi. Donc mais après effectivement il y a eu plein de freins, de peurs, à la fois c'est un concept qui est hyper atypique, donc ça peut être un gros avantage, comme au début un frein parce qu'il faut rentrer ça dans la tête des gens, c'est plus niche, mais
c'est aussi un choix, tu vois, de vouloir faire quelque chose à mon image et pas quelque chose qui a déjà été fait plein de fois. Après, je réinvente pas non plus, tu vois. Je pense que tout existe déjà, mais c'est la manière de le présenter, la personnalité. Parce que moi, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, du coup, je communique beaucoup avec ma voix, mon visage. Et c'est aussi la personne qui a derrière qui fait que les gens, ça les intéresse. Ouais. C'est tout un ensemble de choses, quoi. D'ailleurs, ça, est-ce qu'au début, c'est quelque chose qui a potentiellement été un frein pour toi? Est-ce que tu vois, t'as jamais hésité à dire bah oui, je veux me mettre en avant, ça me dérange pas? Ou est-ce qu'au début, tu vois, je trouve que c'est un peu compliqué, tu vois, au début de se dire c'est moi, tu vois. Enfin, ouais. Tu vois, je trouve il y a quelque chose finalement où quand on ne voit pas, c'est toi, mais indirectement, tu vois. Alors que là, vraiment, quand tu te mets en avant, c'est vraiment toi qui est. Non, écoute, non, ça n'a pas été trop compliqué pour moi. Je me suis pas vraiment posé de questions là-dessus. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que sur les réseaux sociaux, je mette en avant, alors oui, je mets en avant ma personnalité et ma personne, mais avant tout, ce que je mets en avant, c'est ma passion, la créativité, un métier. Et donc, c'est quand même, ça me protège entre guillemets, c'est-à-dire que sur les réseaux, tu as tout le temps des gens qui vont venir, ce qu'on appelle les haters. Tu vois, tu as toujours des gens qui viennent critiquer. Sous mes vidéos parce qu'ils savent mieux que moi et que la recette de trucs c'est ça à la base et en fait là t'as mis des pépites de chocolat, normalement il n'y en a pas, mais bon globalement tu vois ça vient pas atteindre ma personne ou alors beaucoup plus rarement, puis j'arrive bien à dissocier en fait, à me dire en fait c'est juste triste que ces personnes là elles s'ennuient à tel point qu'elles aient à insulter d'autres personnes. Donc non, ça m'a jamais vraiment fait peur et puis je pense que j'ai été peut-être un peu préparée à ça. Enfin, tu vois, quand j'étais petite, j'ai aussi une partie, comme je te disais, moi je suis beaucoup dans la création et je chante. Et à côté de ça, avec mon père, qui lui est pianiste, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, ça m'est déjà arrivé de faire des petits concerts, tu vois. C'était pas la toute première fois où je m'exposais. Mais en revanche, c'est quand même marrant parce que quand j'étais plus jeune, pour faire un exposé devant la classe, c'était terrorisant pour moi et passer un coup de téléphone aussi, tu vois. Mais non, sur les réseaux sociaux, écoute, ça m'a jamais vraiment fait me poser de questions. Tant mieux. Merci beaucoup. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Ouais. Déjà, toi, si tu étais un accord vin pâtisserie, tu serais lequel? Alors, je serais une petite mignardise. Alors, avec une base au chocolat dulce qui enrobe des amandes torréfiées et des noix de pécan torréfiées, une mousse au chocolat dulce et une petite poire fraîche sur le dessus en alliance avec une roussette de Savoie. Enfin, j'adore. Moi, tout ce qui tire vers l'oxydatif, mais qui est à la fois très frais, très délicat, sur des fruits blancs et qui est super régressif, hyper réconfortant. Je serais ça. Quel accord tu recommandes pour, tu vois, passer, on va dire, un vendredi soir, mais plutôt, tu vois, en mode un peu cocooning, automne, dans la saison, tu vois, limite hiver, et du coup, un accord, pareil, vin pâtisserie, pour se faire plaisir, un vendredi soir, tu vois, chez soi, seul ou à deux ou à trois, n'importe quoi, mais tu vois, quelque chose dans un mood un petit peu détente. En vrai, j'ai envie de te dire quelque chose d'assez classique mais qui est super bon, genre un fondant au chocolat avec un Pic Saint-Loup, genre un vin rouge hyper gourmand sur des fruits bien mûrs là. C'est assez réconfortant à fond. Bordeaux en 3 saveurs, ça donne quoi? Bordeaux en 3 saveurs? Ouais. Genre le vin de Bordeaux ou non, la ville? Bordeaux, toi ton expérience, tu vois, si je te dis Bordeaux, tu penses à quelle saveur? Ah ben moi je pense aux saveurs du cannelé, donc le cannelé. Ouais bah oui. L'huître, parce qu'il y a Arcachon pas très loin et voilà. Et du coup la vanille, ça m'évoque la vanille. Globalement le cannelé c'est un peu lié aussi, mais du coup ce côté boisé quoi qu'on a dans les vins de Bordeaux, dans les fûts. D'ailleurs, quel vin est-ce que t'aimes bien boire avec un cannelé? Quel vin j'aime boire avec le cannelé?
Ouais, est-ce qu'il y en a un qui te... Alors écoute, j'irais plutôt vers un spiritueux, notamment que j'ai créé en fait une mini-artiste qui s'appelle Comme un cannelé, où en fait je me suis inspirée du cannelé. Donc en fait il y a une base de financier à l'orange et sur le dessus une mousse au cannelé. Ok. Donc une mousse qui a un goût de cannelé et une marmelade d'orange amère sur le dessus, et ça je le mets avec un cognac. Et c'est super beau quoi. Donc ouais, franchement j'irais plutôt sur un spiritueux style cognac, ça match très bien. C'est quoi toi ton péché mignon? Mon péché mignon, bah je ne sais pas. C'est horrible, à chaque fois qu'on me pose ces questions de c'est quoi ton plat préféré, j'adore trop de trucs donc je sais pas trop répondre. Mais en fait si, j'adore le fromage. Ah ouais, non, le fromage, le comté, c'est incroyable avec un bon vin blanc là. Ah oui, le fromage. Comté. Et en fait, est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien imaginer justement une création à quatre mains qui serait du coup en accord vin-pâtisserie et qui aurait des saveurs un peu inattendues, tu vois? Dans tes rêves les plus fous. Mais en fait, j'aurais plutôt tendance à te dire ce qui m'intriguerait, ce qui m'intéresserait, ce serait de créer un truc à quatre mains, mais avec un cuisinier en fait. Ouais. Tu vois, pour compléter ce côté. Toi, je pense par exemple, alors j'ai jamais goûté ce qu'il fait, mais genre Maurice Acco, tu vois, il fait des trucs super originaux. Je me dis, ça pourrait être très stylé de faire une pâtisserie avec quelqu'un qui a des idées comme ça. Mais sinon, en pâtisserie. Non, mais ça me va, un cuisinier. Ouais. C'est très bien. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Ouais. Plutôt vanille ou chocolat? Putain, ça dépend, c'est horrible, je suis censée répondre rapidement en plus à ce genre de questions. Mais dans ma tête, je suis là. Alors attends, parce que sous quelle forme le chocolat? Si c'est juste un carré de chocolat ou si c'est dans un fondant ou alors la gousse de vanille. Vanille, allez, vanille. Rouge ou blanc? Blanc. Chou ou cake? Cake. Ça, t'as pas hésité. Moi, direct. Moi, les choux, des profiteroles, c'est bon, mais tu vois, je sais pas, ça m'a jamais fait triper les choux. C'est bon, tu me le mets devant moi, je le mange, bien évidemment, mais. Moins cake, gourmand, quoi. Les cakes, c'est super bon, j'adore. Saveur d'été ou saveur d'hiver? Hiver. Et vin ou pâtisserie? Ah mon dieu! Bah écoute, je suis désolée à tous mes maîtres de stage de pâtisserie, mais je vais dire vin. Ah ouais? Parce que ça m'a tellement fait vibrer que vin. Ouais, limite c'est ça qui a réveillé l'autre passion et où tu t'es dit du coup j'ai envie d'allier les deux, mais le vin plus que... Ouais. Merci beaucoup Juliette. Merci je demande à toi. tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Ça va être une recette à tester, un ingrédient à goûter, un vin à boire. Un défi. Et ben. Ça peut être un accord à tester. Ouais, c'est ça, j'irais plutôt. Et ben, franchement, tester de faire une recette sur mon compte, mais tester un fondant au chocolat justement avec un Pic Saint-Loup. Vous verrez, ça a le goût d'amande. Alors qu'il n'y a pas d'amande dans le gâteau au chocolat et que le Pic Saint-Loup n'a pas d'amande dedans non plus parce que c'est du vin. Et c'est là où c'est marrant, c'est que tu te rends compte que justement l'association de deux choses complètement différentes peuvent créer un nouveau goût. Faire sortir un bébé quoi, un troisième arôme. J'ai été très surprise quand j'avais senti ça. Et voilà, en plus c'est facile à faire. Tout le monde aime le fondant au chocolat et le Pic Saint-Loup ça se trouve facilement. Super, bah écoute, merci. Je vais goûter, je vais tester ça plaisir. de ce pas. Qui est-ce que tu voudrais soit le prochain ou la prochaine pâtissier, pâtissière, enfin même n'importe qui soit un peu relié du coup à ce monde de la gastronomie et de la pâtisserie et du sucré à passer derrière ce micro? Tu pourrais interviewer Gaël Clavière qui était mon chef pâtissier de Matignon. Qui m'a beaucoup, qui lui a la passion de transmettre et qui est vraiment génial avec ses apprentis et ses stagiaires. Donc voilà, c'est une petite manière de le remercier. Super. Bah écoute, merci. Voilà. Et merci beaucoup, c'était trop cool. J'ai beaucoup aimé découvrir son univers. Et je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire pour clore cet épisode?
Faites-vous plaisir, buvez du bon vin, cuisinez des bonnes recettes. Suivez-moi sur les réseaux si vous voulez des idées de recettes. Et puis vivez de votre passion et ne laissez pas vos doutes vous stopper parce que c'est important de faire ce qu'on aime dans la vie. Ouais. Voilà. Merci Juliette. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Tarapidou. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!